Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je pense que ça va bien pour vous si vous êtes un homme. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si vous êtes une femme, ça marque, la journée d'aujourd'hui marque le jour où les Québécoises cessent d'être rémunérées pour leur travail en raison de l'écart salarial qui persiste avec les hommes. On le sait, selon les toutes dernières statistiques, les femmes gagnent 91% de la rémunération horaire moyenne des hommes. Donc, on a trouvé une journée symbolique. Donc, symboliquement, à partir d'aujourd'hui, les femmes, leur salaire se termine, alors que les hommes, eux, leur salaire continue jusqu'au 31 décembre. C'est le genre de statistique qui est très fâchante. On va analyser tout ça parce qu'il y a évidemment beaucoup de nuances et de subtilités à apporter dans ce dossier-là. On va en parler avec Nathalie Gay. Elle est directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités et auteure de l'analyse qui nous parle justement de cette différence de salaire. On m'a écrit sur ma feuille de route que vous êtes autrice de l'analyse. Est-ce qu'on s'entend que vous êtes auteur de l'analyse ou vous aimez, vous, vraiment beaucoup le mot autrice? Bon, j'ai une préférence personnelle pour le mot autrice. Je trouve ça plus clair, mais ça me dérange pas vraiment que vous disiez auteur. Oh non, mais écoutez, moi, je respecte comme je respecte les pronoms de tout le monde. Alors, vous êtes l'autrice de l'étude. Au contraire, je respecte ça énormément. Écoutez, donc, la journée d'aujourd'hui, c'est le jour où les Québécoises, donc, arrêtent d'être rémunérées si on tient compte, évidemment, de cette différence de salaire. Pourquoi, par exemple, en France, c'est à partir du 8 novembre, les femmes françaises arrêtent d'être rémunérées d'une certaine façon. Ça veut dire que l'écart est beaucoup plus grand en France? C'est exactement ça. L'écart est plus important en France qu'au Québec là, pour la rémunération horaire. D'accord. Donc, on peut se dire quand même que par rapport à une société, un pays du G7, c'est quand même une comparaison qu'on pourrait faire. Ça veut dire que les femmes québécoises, on est mieux rémunérées quand même que les Françaises. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, l'objectif, évidemment, c'est qu'on soit aussi bien rémunérés, donc à 100%. Qu'est-ce qui fait qu'il reste encore ce 9% de différence entre la rémunération des femmes et des hommes? C'est quoi l'élément que vous avez identifié? Il y en a un certain nombre. Disons que un premier élément, c'est le fait que les femmes s'inscrivent toujours dans des métiers, dans des secteurs qui sont majoritairement féminins. Et les emplois plus majoritairement féminins ont souvent été sous-évalués. Leur valeur a été sous-évaluée par rapport à des emplois où il y a une prédominance d'hommes. Donc, c'est justement pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la loi sur l'équité salariale. C'est pour être en mesure d'évaluer les emplois et d'accorder un salaire égal à un travail de valeur égale. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. C'est aussi vrai aussi pour les types de secteurs. Donc, on va retrouver beaucoup les femmes dans les secteurs qu'on appelle du care en anglais. Le soin. Donc, c'est ça, prendre soin si on veut. Et donc, ce sont des secteurs justement où pour un même type d'emploi, parfois, on va avoir une rémunération inférieure au même type d'emploi dans le secteur privé ou dans un autre secteur économique. D'accord. Ça, c'est un premier volet. Évidemment, un autre volet, c'est toute la question de la maternité. Donc, bien qu'on ait un système de congé parental de plus en plus généreux et qui incite de plus en plus les hommes à prendre des congés, les femmes, il demeure qu'elles prennent toujours un plus grand nombre de semaines de congé parental et donc, pendant ce temps-là, voient leur carrière se mettre sur pause. Et c'est encore plus vrai quand il y a plusieurs enfants. Absolument. Parce que, aux dernières nouvelles, il y a quand même toujours bien juste des femmes qui sont enceintes, même si des gens essayent de nous faire croire autre chose. Il reste que là, on le voit, il y a vraiment un impact sur les femmes.
moi, j'aime beaucoup jouer à l'avocate du diable. Alors, faisons-le ensemble. Madame Gay, vous m'avez l'air de quelqu'un avec qui je peux discuter. Donc, est-ce que c'est possible que les femmes, qu'il y ait une partie de cette explication-là qui tienne aussi au fait que une femme va avoir tendance à sous-évaluer sa valeur et qu'un homme va avoir tendance à surévaluer sa valeur, ce qui fait qu'au moment de demander ou de négocier une rémunération, les femmes en obtiennent moins, alors que bien souvent, elles sont aussi compétentes, si ce n'est plus. Est-ce que c'est une possibilité? Ouais, c'est effectivement le genre de constat qui a été fait dans la littérature, là. Voilà. Voilà, ça à différentes occasions, mais ça peut pas, je pense que ça peut pas expliquer l'essentiel là, des différences quand même. D'accord. Donc, ça peut être un élément, mais pas le seul élément qui explique ça. Je comprends. En même temps, aussi, est-ce que on peut travailler en amont? C'est-à-dire, vous le dites, hein, de toute façon, les chiffres sont là. Les femmes vont être très attirées par ce qu'on appelle le care, donc les métiers de soins, prendre soin d'eux. Est-ce qu'on peut pas aussi dire, ben, vous choisissez volontairement d'aller dans un domaine où vous savez que vous allez être moins payé et encourager les femmes à aller vers d'autres métiers et encourager plus d'hommes à aller dans le prendre soin d'eux? Ouais, ben il y a deux volets à cette question-là. Il y a toute la Oui. question des stéréotypes. Donc, comment ça se fait Oui. que les femmes choisissent encore des pistes qui sont traditionnellement féminines? Donc, Voilà, la question se plusieurs pose. La question se pose. Et là, on va pouvoir identifier la persistance de certains stéréotypes, du fait que ce serait plus naturel, par exemple, pour une femme d'aller enseigner ou d'aller être infirmière ou d'aller Éducatrice en prendre garderie. soin des autres, Oui. justement, c'est ça. Donc ça, c'est un premier volet qui est assez fondamental, là, tu sais, pour expliquer ça. D'accord. Bon. Mais donc, parce que, bon, je vous donne un exemple tout bête. Mon beau-frère, là, il vient de prendre sa retraite, mais pendant des années, il était éducateur en garderie. Ben, il était un sur, je sais pas, 99,9% des éducateurs en garderie sont en fait des éducatrices. Donc, quand on dit qu'il faut des programmes pour encourager les femmes à aller dans des domaines traditionnellement masculins, est-ce qu'il faudrait pas aussi avoir des programmes à l'inverse pour envoyer plus d'hommes? Puis en même temps, quand il y a des hommes, ils sont toujours suspects. Tu sais, un homme dans une garderie, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, il faut aussi tenir compte de tous ces petits éléments-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites ou, je dis pas que c'est votre cas, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas admettre qu'il y a aussi cette réalité-là, que les hommes sont pas bienvenus dans les domaines du soin d'eux. Ben, c'est encore en raison des stéréotypes parce que Oui. c'est pas l'image qu'on a construite de l'homme au travail. On l'a vu plus dans des secteurs où il utilise sa force, ses habiletés de gestion. Donc, c'est un revers de la même tendance finalement qui nous conduit à avoir d'un mauvais œil, disons, la présence d'hommes dans certains secteurs. Alors que ce sont des construits sociaux finalement, les stéréotypes qui nous ont amenés à voir les choses de cette façon-là, mais plus fondamentalement aussi, comment ça se fait qu'on est moins rémunéré dans certains secteurs qui sont à prédominance féminine que dans certains secteurs qui sont à prédominance masculine, alors que, par exemple, on va avoir parfois un niveau d'effort comparable, un niveau de formation aussi qui est équivalent. Donc, c'est là où il est important de bien évaluer les différents types d'emplois et les rémunérations dans les secteurs pour s'assurer qu'on ne crée pas des inégalités qui sont systémiques, en fait, là. Oui, donc, un mot que j'adore. Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on compare pas nécessairement un éducateur en garderie avec une éducatrice en garderie, mais on va comparer une éducatrice en garderie avec un homme qui fait un métier semblable, qui demande la même formation, qui demande le même effort physique, etc., etc. Donc, les critères sont les mêmes, mais avec des critères semblables, l'homme va être mieux payé que la femme, même si c'est pas exactement la même job, c'est les mêmes critères de travail. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
C'est exactement le principe de l'équité salariale. Oui. Donc, c'est exactement ça le principe. On a une loi depuis 1996 au Québec sur l'équité salariale. Maintenant, plusieurs personnes vont indiquer que cette loi-là, elle a des limites parce que d'une part, elle ne s'applique que dans les entreprises de plus de 10 employés, alors qu'on a plus de 70% d'entreprises qui comptent moins de 10 employés au Québec, et que on compare seulement les postes à l'intérieur d'une même entreprise. Donc, si c'est difficile de trouver des postes équivalents qui sont à prédominance féminine et masculine, il va y avoir des limites à l'exercice. Je comprends. Dans votre étude, il y a aussi quelque chose qui est important. Bon, on a parlé, évidemment, vous avez parlé de la maternité. La maternité a évidemment une incidence, pas juste au moment où la personne travaille, mais bien sûr, quand arrive le moment de la retraite, alors la rémunération globale des femmes est moins élevée que celle des hommes pendant leur carrière, et donc les retraitées québécoises disposent généralement de revenus moindres à la retraite. Ça, excusez-moi l'expression, mais c'est fréquent. Ça me fait capoter cette donnée-là parce que les femmes ne peuvent pas prétendre avoir une retraite aussi confortable que les hommes. C'est un vrai problème social, ça, Madame Gay. Absolument, parce que non seulement il y a une différence au niveau du salaire horaire, mais les femmes travaillent moins que les hommes. Donc, elles accumulent environ 82% du salaire globalement des hommes c'est ça, quand on calcule le salaire hebdomadaire. Donc, ça fait en sorte qu'elles vont cotiser moins à la Régie des rentes du Québec. Elles sont parfois aussi moins protégées par des systèmes de pension privés. Donc, on a vraiment une rente inférieure à la retraite encore aujourd'hui. Puis ça, quand on regarde les prévisions actuelles, même dans certaines tranches d'âge, on va avoir plus de femmes qui vont cotiser, par exemple, à la RRQ, mais dans toutes les tranches d'âge, le salaire qui est admissible, les gains admissibles, sont inférieurs avec un écart de 11% en défaveur des femmes. Oui. Donc, ça indique que dans l'avenir, ces inégalités-là vont se perpétuer. Elles perdurent. Et en même temps, on en revient à la maternité. Quand la femme prend 1 an ou 2, et en plus, si elle a plusieurs enfants, donc qu'elle le fait à répétition, sont toutes des années où, évidemment, elle est retirée du milieu du travail. Alors, c'est quoi la solution, Madame Gay? Parce qu'on peut pas dire, je veux dire, à un moment donné, une femme a aussi le droit de prendre du temps avec son enfant. Moi, je comprends que le congé parental soit disponible pour les hommes, et je salue tous les hommes qui le font, mais pour l'avoir vécu moi-même, on m'aurait dit au bout de 3 jours, il faut que tu retournes au travail. J'aurais dit non. C'est pas M. Martineau qui va... Les premiers mois, la première année, on a le droit de vouloir être avec notre enfant, et c'est plate qu'on soit pénalisé financièrement de ce choix de vie qui est, je dirais à la rigueur, même inscrit dans notre ADN, là. Oui, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir quand même, parce qu'il y a un certain nombre de semaines qui sont partageables entre l'homme et la femme. Ouais. Plus on va valoriser la prise de congé par l'homme de semaines de congé parental, plus on va arriver aussi à avoir des cultures dans les milieux de travail où on va, dans le fond, l'ensemble des employés vont un peu s'opposer à ce qu'il y ait des pénalités à la parentalité. Et ça peut aider les femmes aussi. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parler aux gars et leur dire, écoutez, là, votre femme, elle va prendre, mettons, 6 mois, 1 an, elle va donc avoir moins de sous. Quand elle va retourner au travail, elle va peut-être retourner au travail à temps partiel. Donc, on peut dire aux gars, c'est votre responsabilité de rééquilibrer. Vous pouvez, à la fin de l'année, verser 2 000, 3 000, 4 000, peu importe, dans le REER de votre femme, ou rééquilibrer d'autres façons pour vous assurer qu'à sa retraite, votre femme, votre épouse, votre conjointe, peu importe, ne sera pas pénalisée. On peut aussi travailler sur ce qui se passe entre les deux oreilles. Oui, et certains employeurs peuvent aussi verser des compensations pour chaque semaine passée en congé parental, parce qu'on sait que c'est une proportion du salaire qui est donnée dans le cadre du régime, selon le régime long ou abrégé qui est choisi. Donc, si l'employeur vient compenser la perte de salaire, ça peut aussi avoir un impact positif. Il y a des revendications en ce sens-là, ou même certaines entreprises qui le font. D'accord. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de la charge des tâches domestiques, mais c'est encore les femmes quand même.
1 heure de plus en moyenne que les hommes. J'appelle tout de suite mon mari puis je lui demande de partir le lave-vaisselle pour rééquilibrer les affaires. Qu'il passe 1 heure à régler. Mais non, mais moi, j'ai un mari qui est parfait. Mais je parle pour les autres, là, les autres hommes québécois. Merci beaucoup, Madame Gay. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Nathalie Gay, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités et autrice de cette analyse, puisque c'est comme ça que vous voulez être appelée. Je le respecte totalement. Bonne journée. Merci, vous aussi.